Ok, ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vois que la vie tourangelle nocturne. On n'entend pas. Bonjour. Ah, c'est mieux. Bonjour à tous. Bon, je vois que vous n'avez pas tous été emportés par la nuit tourangelle. Vous êtes aussi nombreux qu'hier. Petite information technique avant de démarrer cette première table ronde. Vous avez dans vos badges un ticket pour manger au restaurant universitaire qui se trouve juste derrière. Donc quand vous sortez ici et que vous prenez le couloir, voilà, c'est un bâtiment qui est derrière la bibliothèque universitaire. Donc en gros, à vol d'oiseau, je dirais par là. Voilà, on aura une pause donc à 10h30 à peu près. Après, il y aura les ateliers à 11h pour savoir où se trouve l'atelier auquel vous êtes inscrit. Alors déjà, pour rappel, l'atelier auquel vous êtes inscrit, c'est noté normalement sur votre badge, le numéro de l'atelier, et on va vous envoyer sur le fil WhatsApp les salles correspondant à chaque atelier. Voilà, aux alentours de 10h15, 10h20, 25, ce sera sur le fil WhatsApp. Formé et certifié à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est donc notre sujet de ce matin. Bon, déjà, il y aura effectivement une distinction qui sera bien faite tout au long. On fera des allers-retours entre les deux problématiques, puisque la problématique de formation et la problématique de certification sont différentes, évidemment. Mais ça, je laisserai effectivement les intervenants discuter de tout ça. Au niveau si on fait une petite analyse du sujet à l'heure de l'intelligence artificielle, alors est-ce que cette heure a sonné? Est-ce qu'elle va sonner? Est-ce qu'elle est en train de sonner? Ça, on en parlera aussi. Au niveau de la formation à tous les âges, c'est vrai que si on part de l'école primaire, il y a encore aujourd'hui beaucoup de réticences. On a une application qui s'appelle Captain Kelly pour les langues vivantes qui a fait son entrée il y a quelques années dans l'école primaire, mais c'est vrai que pour le reste, on est encore avec beaucoup de réticences de la part des pédagogues et des enseignants. Dans le secondaire, c'est un petit peu balbutiant aussi, même si on a des choses comme par exemple une grande nouveauté qui arrive à la rentrée de septembre qui s'appelle MIA Seconde, qui est lancée par l'Éducation nationale et qui va effectivement être appliqué, alors qui a déjà été expérimenté au sein de quelques collèges, quelques lycées parisiens, et qui va être généralisé normalement au mois de septembre dans tous les lycées français pour les élèves de seconde. Donc c'est un accompagnement en français et en mathématiques, hein, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler un petit peu. Et puis dans le supérieur, évidemment, qui est le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, il y a évidemment quelques outils, il y a des MOOC, il y a des projets en cours, notamment de sous-titrage de vidéos, de choses comme ça qui font appel à l'intelligence artificielle. Il y a évidemment, on commence à avoir des contenus et ce n'est évidemment que le début. Pour revenir un petit peu rapidement sur le MIA Seconde, donc il y aura différents modes et notamment ce qui est intéressant sur le MIA Seconde, c'est qu'il y aura des possibilités d'application. Il y a des modes notamment qui permettront aux enseignants d'organiser des ateliers dont le contenu sera généré par des analyses par l'intelligence artificielle et qui permettront de créer des cours totalement sur mesure après une synthèse de tous les exercices réalisés par tous les élèves d'une classe sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc là, on a très clairement un accompagnement très fort de l'intelligence artificielle qui arrive au niveau des lycées en France pour la rentrée de septembre. Je voulais aussi, au niveau des certifications, il y a des choses déjà existantes. Je pense notamment, puisque moi je suis concerné à titre professionnel, par exemple le TOEIC fait un test adaptatif en anglais depuis déjà un petit bout de temps. Il y a une nouvelle version du TOEIC qui permet d'analyser en temps réel les résultats, les réponses aux premières questions en fait, qui sont données par le candidat et du coup qui influent sur les questions qui suivent. Voilà, ça s'adapte au fur et à mesure.
ce qui permet effectivement d'avoir des notes un peu plus fines et de ne pas mettre la personne en situation d'échec, puisque pour ceux qui connaissent le TOEIC, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le rappeler, le TOEIC, dans l'absolu, c'est un score sur 990 en anglais, qui correspond, le score maximal, à un niveau CE-CRL de C1. Or, il y a des personnes de niveau A2 qui passent le TOEIC, donc c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on est en situation d'échec sur beaucoup de questions, et c'est vrai que le fait d'avoir un test adaptatif permet de ne pas laisser ces personnes en situation d'échec pendant 1h30. Dès le premier quart d'heure, l'intelligence artificielle va s'adapter à la qualité et au niveau des réponses de l'apprenant. Au niveau de l'intelligence artificielle, je vais parler notamment des formations dans le milieu de la médecine. Il y a un rapport de l'Académie nationale de médecine qui date d'il y a quelques mois. Je pourrais donner les informations sur le fil WhatsApp pour ceux qui... Je les publierai tout à l'heure. Et notamment, dans ce rapport de l'Académie nationale de médecine, il y a une préconisation, voire même plus qu'une préconisation, d'utiliser et d'imposer une formation à l'IA. Je crois que c'est 28 heures. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais je crois que c'est un module de 28 heures qui va être très rapidement imposé dans la formation des futurs métiers de santé, et notamment des médecins. Je vais présenter maintenant mes intervenants qui sont à mes côtés. Erwan Petel, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et rapporteur du comité de l'intelligence artificielle générative, de l'IGESR. J'ai à ma droite Olivier Emerlet, directeur du FUN, donc France Université Numérique, dont on présenterait un petit peu la structure, qui est un groupe d'intérêt public lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis Jean-François Collier, à ma gauche, vice-président délégué stratégie et innovation numérique de l'Université de Paris 1, voilà, c'est ça, Panthéon-Sorbonne. Voilà. Pour lancer un petit peu la question, là, je vais poser la question j'ai demandé à mon ami Perplexity ce matin, j'ai posé une question similaire à la question de ce matin sur justement alors la question précise, je vais la donner parce que c'est important. J'ai posé comme question à Perplexity où en est la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Je vous passe les premières réponses parce qu'on va en parler. Par contre, il y avait une partie défis à relever qui me semblait intéressant. Et cette partie, dans les défis à relever, parlait de respect de l'éthique, de la vie privée, la prévention des biais, genre, ethnie, âge, la formation des enseignants et des étudiants à l'utilisation responsable des outils d'IA, l'encadrement juridique pour garantir la propriété intellectuelle et le respect des réglementations comme le RGPD, et trouver un équilibre entre l'automatisation et le rôle central de l'enseignant dans l'apprentissage. Donc voilà ce que l'intelligence artificielle répond à ce qu'on lui demande sur elle-même par rapport aux défis à relever. Donc je voulais une première réaction peut-être d'Erwan Petel par rapport à justement ces défis à relever pour la formation et la certification avec l'IA. Alors, c'est un vaste sujet. Alors, si on dit avec l'IA, déjà, c'est un sous-sujet. Parce que le sujet étant formé et certifié à l'heure de l'IA ou avec l'IA, ce sont deux choses différentes. Et en particulier, et aussi, si on veut restreindre, est-ce que c'est à l'heure de l'intelligence artificielle générative ou est-ce que c'est à l'heure de l'intelligence artificielle? Donc, tout ça est un cortège de questionnements qu'on peut effectivement se poser. Et donc pour essayer de cibler un petit peu la problématique, il est clair que lorsqu'on dit qu'on est face à une évolution, une révolution liée à l'intelligence artificielle, on pense tous en fait ChatGPT. C'est la problématique la plus récemment apparue dans notre contexte de formation et d'enseignement supérieur et d'éducation de manière plus large. Tout ça est une histoire de décembre 22. Donc on parle d'un passé extrêmement récent, d'une machine qui maintenant n'est plus là, comme quelque chose à qui on fournit de la donnée et qui va nous faire un traitement de la donnée statistique. Avec l'intelligence artificielle générative, on a maintenant une machine qui produit du texte, qui produit de l'image, qui produit tout un tas de choses.
Et donc on est vraiment face à une révolution numérique d'un nouveau genre et comment dire, qui va profondément transformer le contexte éducatif. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est enseignant dans l'enseignement supérieur, on n'est plus tout à fait sûr que l'étudiant qui a produit quelque chose à la maison l'a fait de manière complètement autonome. On n'est plus tout à fait sûr en tant qu'étudiant que l'enseignant-chercheur qui vous fait un cours face à vous l'a fait de manière parfaitement autonome. Donc c'est toutes ces problématiques nouvelles auxquelles nous faisons face et qui changent du coup la nature de la relation entre l'enseignant et l'apprenant. Et de la même manière avec l'apprenant en formation continue. Donc ça c'est le premier élément qui a profondément changé, c'est ce changement de posture, ce changement de regard qu'on a vis-à-vis de celui qui transmet et vis-à-vis de celui qui apprend. Le deuxième point, c'est que l'IA aujourd'hui peut être un outil pédagogique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît grâce à l'intelligence artificielle générative, comme vous l'évoquiez au travers des exemples des outils proposés dans l'enseignement scolaire, à l'école primaire en langue vivante, dans l'enseignement secondaire en français et en mathématiques. Alors, joliment décrit, peut-être trop joliment décrit, parce qu'on sait qu'il existe quand même beaucoup de perfectibilité ensuite dans les outils. On a là quand même un outil qui va nous permettre d'adresser une forme, en tout cas le souhait, d'une forme d'individualisation des parcours de formation et des parcours d'apprentissage de celui qui apprend, justement. Là, le rêve est beau. Je pense qu'il est peut-être pour l'instant encore un rêve, même avec les outils d'IAG qu'on a aujourd'hui. En revanche, et je pense qu'Olivier en parlera bien mieux que moi, au travers de l'intelligence artificielle, on a un vrai outil qui permet de suivre les apprentissages, d'avoir des indicateurs qui permettent de suivre les apprentissages de ceux qui sont dans un parcours de formation. Et là, avec l'IA et avec l'IA générative, je pense qu'on a une vraie opportunité qui est celle d'avoir de vrais indicateurs analytiques qui permettent de suivre la montée en connaissances et en compétences des apprentis. Merci. Alors effectivement, par rapport à ce que je disais en introduction sur le projet sur les lycées, on parle de remédiation et je pense que dans ce que vous venez de dire, il est important aussi de voir si on est dans l'aide à des élèves en difficulté ou si on est juste dans le perfectionnement d'élèves déjà de bon niveau, c'est une distinction. Olivier, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement où en est France Université Numérique, ce que c'est très vite, oui. Et puis après rebondir à la question d'Erwan. Oui, donc je vais effectivement vous dire quelques mots. Bonjour à toutes et tous d'abord. Je vais vous dire quelques mots sur la situation de France Université Numérique actuellement en général et par rapport à l'intelligence artificielle en particulier. Alors ce que je veux vous dire d'abord, c'est qu'aujourd'hui je me sens un peu victime du syndrome de l'imposteur parce que Franck, quand je suis arrivé à la direction de France Université Numérique il y a 6 mois ou quelque chose comme ça, m'a dit « Est-ce que tu veux participer à une table ronde au colloque FCU ?» Moi je me suis dit « Super ». Je vais pouvoir faire la pub de Fun, c'est excellent. Et puis, lorsqu'il y a quelques jours, parce qu'en général, j'ai une tendance à la procrastination, j'ai regardé le programme, j'ai vu que ça parlait d'intelligence artificielle, alors que je pensais que j'allais parler de micro-certification, de Digital FCU, ce genre de choses. Et c'est peut-être le fait que dans mon CV apparaisse intelligence artificielle qui fait qu'on a pensé à moi pour parler d'intelligence artificielle. Alors il se trouve que, bon, quand je compte les années, ça me fait peur, mais il y a une trentaine d'années, j'ai soutenu une thèse qui parlait d'intelligence artificielle, mais c'était l'intelligence artificielle d'il y a 30 ans. Et bon, je ne sais pas, j'étais pas là à la présentation d'hier, mais vous avez peut-être entendu parler de l'intelligence artificielle numérique et de l'intelligence artificielle symbolique. Et il se trouve que l'évolution de l'intelligence artificielle fonctionne de manière cyclique. Et lorsque moi j'étais en thèse, dans mon labo, il y avait déjà des doctorants et des profs qui travaillaient sur l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones, ce genre de choses. Alors on n'appelait pas ça du deep learning à l'époque, parce que c'était pas deep du tout, c'était vraiment c'était pas profond, parce qu'en fait les machines ne permettaient pas d'avoir énormément de réseaux de neurones. Vous savez qu'il y a deux approches. Il y a l'approche de ceux qui essaient de modéliser le cerveau, et donc de créer des neurones, et puis de voir ce qui se passe. Et puis il y a ceux qui essaient de modéliser le raisonnement. Le raisonnement, c'est des machines qui vont vous permettre de décrire que Socrate est mortel si on leur apprend que Socrate est un homme et que les hommes sont mortels. Bon, c'est un peu plus sophistiqué que ça. Et moi, c'est là-dessus que je travaillais.
Et quand on regardait ce que faisaient nos collègues du bureau d'à côté en apprentissage et en réseau de neurones, mais on avait une tendance à les regarder avec condescendance parce que ce qu'ils faisaient, ça ne marchait pas vraiment. Ils n'avaient pas de données, ils n'avaient pas de machines qui permettaient de calculer. Et nous, nos petits raisonnements, ils marchaient plutôt bien. Donc c'est sans doute pour ça, parce qu'il y avait l'intelligence artificielle qu'on m'a demandé de venir. Mais moi, l'intelligence artificielle générative, le deep learning et compagnie, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Voilà. Donc ça, je voulais le dire avant tout, pour que vous soyez indulgents pour ce que je vais pouvoir raconter par la suite. Alors, Fun, France Université Numérique, Fun MOOC, je pense que tout le monde à peu près connaît ici. C'est un projet qui a été lancé en 2013. L'objectif, c'était de développer l'enseignement en ligne, de promouvoir des méthodes d'enseignement et d'apprentissage innovantes et surtout de mettre en place une plateforme de ce qu'on appelle des MOOC, des cours ouverts, massifs, en ligne. Et donc, on a une plateforme qui a été créée en 2013 et puis qui, après, a subi un certain nombre d'évolutions, notamment le fait que FunMOOC permette également, au-delà des MOOC diffusés librement à l'ensemble de la planète, qui permettait d'avoir ce qu'on appelle des SPOC, donc des MOOC qui vont être destinés à un public limité, par exemple un public de formation initiale dans un établissement. On peut mettre à disposition des cours et faire travailler ces étudiants sur ces cours. Alors il y a eu une évolution importante en 2020 puisque le GIP FunMOOC est devenu le GIP groupement d'intérêt public. Le GIP FunMOOC est devenu le GIP France Université Numérique. On a enlevé MOOC, donc avec comme objectif de dépasser les MOOC. Et dans la convention constitutive de FunMOOC version 2020, on a comme mission de contribuer à l'expérimentation et à l'étude des pratiques pédagogiques et au développement des technologies au service de l'apprentissage, donc pourquoi pas l'intelligence artificielle, et aussi, et je crois que vous en avez entendu parler hier soir, je suis désolé, j'étais pas là, mais en fin de présentation, participer au développement des actions de formation professionnelle continue des établissements. Et ça, c'est notamment ce qui est développé dans le cadre du projet Digital FCU. Alors FunMOOC aujourd'hui c'est 800 cours qui ne sont pas tous en service, mais 800 cours qui ont été créés depuis la création de Fun. Ces 800 cours, ils émanent de 140 établissements. On a une quarantaine de membres d'établissements qui font partie du tour de table et des partenaires qui produisent des contenus pédagogiques et qui les mettent sur notre plateforme. On vient de dépasser, là, il y a quelques semaines, les 3,9 millions d'inscrits, donc c'est quand même une plateforme qui a une certaine audience, voire une audience certaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 67% de notre trafic est généré par la France. Ce n'est pas forcément étonnant. Donc, 2/3 de trafic qui vient de la France. Ça veut quand même dire qu'il y en a un tiers qui vient d'ailleurs. Alors, ce tiers qui vient d'ailleurs, il vient en grande partie de pays francophones, mais pas que. On a du trafic qui vient notamment des États-Unis. Ça peut paraître un peu surprenant. Bon, il se trouve qu'on a quelques ressources anglophones, ceci explique peut-être cela. On a également des ressources qui concernent le vin et la vigne, donc c'est susceptible d'intéresser le public américain également. Voilà, alors moi je suis arrivé fin octobre à la direction du GIP avec un objectif, c'est de le pérenniser, ce GIP, de faire en sorte qu'il continue de tourner. On a une quarantaine de salariés et moi j'ai envie qu'ils soient heureux dans la boîte et qu'ils fassent des choses qui les intéressent. Et donc pour pérenniser ce GIP, je vise deux axes. Le premier axe, c'est de faire évoluer l'offre de services de Fun et de faire en sorte que cette offre de services, elle corresponde aux attentes des établissements. Je pense que certains d'entre vous ont vu circuler dans leurs établissements une enquête concernant les attentes des établissements par rapport aux opérateurs concernant la pédagogie numérique. Cette enquête, c'est moi qui l'ai initiée, et qui est demandé à France Université, à la CGE, CDFI de la diffuser auprès de leurs membres. On a eu une 50aine de réponses, ce qui est pas mal, avec des réponses tout à fait intéressantes. Ça va déboucher sur une évolution de l'offre de services, une évolution de l'offre tarifaire aussi, on en parlera avec vos gouvernances. L'objectif étant de faire en sorte que plus d'établissements universitaires nous rejoignent pour assurer notre pérennité.
et puis que les enseignements actuellement membres se disent que la nouvelle offre de service correspond mieux à leurs attentes et qui basculent sur cette offre de service. Ça, c'est le premier axe de développement. Le deuxième axe de développement, et pour être tout à fait honnête, il n'avait pas attendu que j'arrive pour le lancer, c'est le développement de la formation professionnelle en ligne avec le projet Digital FCU. Et je tiens à remercier Émilien, ici présent, et je crois que tout le monde ou presque le connaît, si j'ai pu constater sa popularité en me baladant à ses côtés hier lors du pot. Donc l'objectif pour moi, c'est évidemment de soutenir le développement de l'offre de formation professionnelle en ligne des établissements et de faire en sorte que ce qui pour le moment est un démonstrateur grandeur nature, hein, puisqu'on a depuis hier nos 8 premières formations professionnelles en vente en ligne pour le compte des établissements. Et évidemment, ce démonstrateur, ce qu'on souhaite, c'est qu'il dépasse très vite le cadre du démonstrateur et qu'il s'impose comme une des plateformes, si ce n'est la plateforme, qui permettra à nos établissements de mettre en visibilité leur formation professionnelle en ligne de manière à leur assurer une visibilité et bon, parlons crûment, des ventes. Voilà, donc ça c'est l'état actuel des choses de fun. Et concernant l'IA, je pense qu'on va revenir sur le sujet. On a effectivement quelques projets, on a également quelques MOOC qui existent déjà depuis quelques années, qui sont plutôt des MOOC à visée grand public, vulgarisation, des MOOC qui ont été produits par l'INRIA, des MOOC qui ont été produits par le CNAM notamment. Et bon, on a d'autres besoins pour combler les besoins de formation, et je pense qu'on pourra discuter de la place de fun dans ces dispositifs. Merci Olivier. Je vais me tourner vers Jean-François Collier. Donc, dans la présentation de tout à l'heure, je n'ai pas utilisé le jargon VPNUM. Donc VPNUM, vous développerez un petit peu, vous allez nous expliquer quelle est votre fonction, combien il y en a en France. Je crois que toutes les universités n'ont pas de VPNUM et que justement à l'heure de l'IA, il serait peut-être important que chaque université en ait. Et donc vous allez nous parler aussi de ce que vous avez lancé en 2023 auprès de vos collègues. Je crois que vous avez fait un appel en interne pour une expérimentation de l'intelligence artificielle générative avec les étudiants et les enseignants. Voilà. Oui, alors bonjour, Jean-François Collier, vice-président en charge du numérique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je vais aller encore au-delà de mes camarades ici présents, mes collègues, dans l'humilité, puisque Erwan a fait partie de la commission sur l'intelligence artificielle commandée par Gabriel Attal, je pense, et Elisabeth Borne, remis à Emmanuel Macron, donc spécialiste à l'IGESR de l'intelligence artificielle, Olivier qui a fait sa thèse sur l'IA. Moi, je suis juste enseignant-chercheur, je ne fais pas de recherche en informatique. L'IA nous est quand même tombé dessus, et comme Erwan l'a très bien dit tout à l'heure, on parle d'IA maintenant, alors que l'intelligence artificielle, ça existe depuis les années 50, mais de quoi on parle et qu'est-ce qu'on a tous en tête quand on parle de l'IA? Il ne faut pas se voiler la face, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT qui a été vraiment l'élément disruptif, puisque finalement, on a mis ces outils, ce chatbot qui répond à toutes les questions, dans les mains de tout le monde. Donc le débat du jour, c'est former, certifier à l'heure de l'IA, pour moi c'est à l'heure de ChatGPT. Et quel est le problème? Et finalement, j'aime bien cette comparaison, on aurait pu faire un débat aussi, le déplacement urbain à l'heure de la trottinette électrique. C'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec la trottinette électrique? On l'a mise à disposition de tout le monde rapidement. On a déployé ces trottinettes électriques sans finalement apprentissage au préalable. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se déplacer très vite sur un outil à la stabilité, disons, discutable. Et ChatGPT, finalement, c'est ce qui se passe aussi avec nos étudiants. Ils ont accès à un outil gratuit aux résultats finalement incertains. Pourquoi incertain? Donc, on parle d'IA générative, c'est un chatbot, on lui pose des questions sur tout et n'importe quoi, il va nous répondre puisque voilà, c'est comme ça qu'il a appris, on lui donne à manger et il nous ressort finalement des réponses à tout et n'importe quoi. Face à ça,
vous l'avez dit tout à l'heure, comment se saisir de cet objet, à la fois dans la formation, mais aussi dans la certification ou dans les évaluations. C'est la grande incertitude. Donc, en effet, Noël 2022, je tombe dessus, je réalise tout de suite la problématique. Je lui ai donné à manger les questions de mes examens de janvier, il a répondu à tout correctement, avec la version 3.5 qui était gratuite. Bon, j'ai pas paniqué, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'ai lancé un groupe de réflexion, on se voit plus ou moins tous les 2 mois, plusieurs expérimentations sont faites et on bricole dans notre coin. Voilà ce qu'on fait. On regarde un petit peu comment on peut apprivoiser la bête. Encore beaucoup de collègues ne l'ont pas utilisé. Beaucoup de collègues continuent de faire des contrôles continus en ligne, sans surveillance. Tu l'as dit tout à l'heure, la problématique de savoir qui répond, on la connaissait déjà. Avant, c'était l'oncle de Polytech ou la tante de l'ENS qui répondait. Mais tout le monde n'avait pas accès à cette manne de connaissances, forcément dans la famille. Alors que maintenant, voilà, il suffit d'allumer Internet. En 2 minutes, on a un compte sur OpenAI et on a ChatGPT qui va répondre. Donc, comment s'assurer finalement que c'est bien l'étudiant qui, dans son processus d'apprentissage, va bien acquérir les compétences? Donc, on en est là, c'est-à-dire pas loin. On essaye de faire prendre conscience à nos collègues que ça existe. Selon les sondages, on va de 50% d'étudiants à 100% des étudiants qui l'utilisent. Il ne faut pas se voiler la face, selon les niveaux. Ça fonctionne plus ou moins bien. Parfois ça fonctionne complètement de travers. Et sans expérimentation, j'en reviens à mon image de la trottinette électrique. Qu'est-ce qu'on a fait à Paris? Anne Hidalgo a préféré l'interdire, puisque tout le monde finalement finissait à l'hôpital. Ici, on ne va pas finir à l'hôpital et on ne va pas pouvoir l'interdire, donc il n'y a rien à faire. Il faut se mobiliser, il faut prendre conscience de son existence. Et je reviens sur l'excellent rapport, je t'envoie des fleurs, mais je le pense, dans les 6 grandes lignes d'action. La première, voilà ce qu'il préconise: lancer immédiatement un plan de sensibilisation et de formation de la nation, donc l'impact économique et sociétaux de l'IA, une offre de formation, d'enseignement supérieur, massification de la formation continue aux outils de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous qu'on fasse une thèse avec Olivier sur l'IA. Ça signifie qu'il faut apprendre à utiliser correctement cette trottinette. C'est-à-dire, ça manipule, ça s'apprivoise. Si vous avez votre permis de conduire, ce n'est pas pour autant que vous savez démonter et reconstruire votre voiture. Non, et pourtant, vous savez conduire. Moi, c'est mon message. ChatGPT, c'est la même chose. Comment, à quel endroit on l'utilise? Est-ce qu'il est absolument indispensable? Je vais prendre. Ouais, merci. Est-ce qu'il est absolument indispensable, du coup, que le monde de la formation, et notamment de la formation continue, ait une longueur d'avance sur le reste de la société? Voilà, c'est bien mon propos. Ce sont des outils formidables aussi dans l'apprentissage, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, finalement on peut ajuster le niveau en fonction de la compétence acquise et continuer et répéter tant qu'un certain niveau n'est pas atteint. Donc ça, c'est un formidable outil, c'est de générer des nouvelles questions de même niveau, et une fois que le niveau est atteint, de passer au niveau supérieur. Ça, c'est formidable, mais quid de l'évaluation? Quid de, finalement, de la sanction qui va dire ok, le niveau est atteint de compétence? Est-ce que c'est bien moi qui l'ai passé ou c'est finalement une machine? Erwan Petel, vous êtes, de par votre mission, de vos fonctions présents, vous allez souvent sur le terrain. Qu'est-ce qui ressort par rapport à où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, je n'aurais pas la prétention d'avoir une cartographie de là où nous en sommes au sein des opérateurs de l'enseignement supérieur. On en a écouté un certain nombre lors des auditions. Pour refaire ce que tu évoquais, donc la mission et la commission sur l'intelligence artificielle a été désignée début octobre. Et on a procédé en gros à 7000 écoutes individuelles entre octobre et fin mars, avec donc une remise au président de la République la première semaine d'avril.
Donc ça, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y avait des champs économiques, des champs éthiques, des champs réglementaires, culture. Le service public et l'éducation étaient un des éléments parmi beaucoup d'autres. Je vous renvoie à la lecture de cet excellent rapport qui est disponible et téléchargeable sur beaucoup de sites du gouvernement. Mais le champ, comme tu le disais, de l'enseignement supérieur est évoqué. On a écouté Fun d'ailleurs. Il va de soi que, encore une fois, il faut placer les choses dans leur temporalité. Lorsqu'on a écouté des opérateurs entre novembre et janvier, le niveau d'avancement de la réflexion n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il y a comment dire, une évolution tellement rapide de la prise de conscience, de la place de l'outil. Les nouveaux ChatGPT sont encore beaucoup plus performants qu'ils n'étaient il y a un an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité qu'éventuellement on ait une réponse bonne ou mauvaise, mais la probabilité d'une réponse mauvaise quand même se réduit de plus en plus au fur et à mesure que la machine dispose de massification de données. Donc de toute façon, il y a aujourd'hui une considération de l'outil au niveau des établissements, mais plus encore, et c'est là que c'est beaucoup plus important, c'est au niveau des enseignants-chercheurs et des étudiants. C'est pas à un niveau établissement que la problématique se joue, c'est pas au niveau des directions que la problématique se joue, et c'est pas un élément critique que j'avance là, c'est que s'il doit y avoir une prise de conscience, elle doit être au niveau des utilisateurs. Alors il peut y en avoir au niveau des administrations, de réfléchir à la transformation des organisations, etc. Donc ça c'est un sujet de stratégie et de gouvernance. En revanche, au niveau pédagogique, c'est au niveau des utilisateurs, donc des apprenants et des pédagogues. Donc cette prise de conscience-là, c'est assez compliqué de l'avoir et d'avoir le pouls de ce qui se passe. En revanche, pour en avoir échangé avec un certain nombre d'enseignants-chercheurs, et selon les thématiques, nous avons fait cet exercice au niveau de l'ensemble des disciplines dans l'enseignement secondaire. Ce qui est intéressant, c'est que aucune des disciplines représentées au sein de l'inspection générale, via les inspecteurs académiques, etc., aucune discipline n'a dit que l'IA générative ne représentait qu'un danger. Au sens pédagogique, au sens de l'évaluation, au sens de tous les champs de la formation. Elle représente systématiquement une opportunité à réfléchir. Parce que de toute façon, l'interdire ne conduira absolument à rien. En revanche, et tu le disais à l'instant, elle va imposer une profonde réflexion, une nouvelle étape de cette profonde réflexion, qui est la manière dont on va transmettre des connaissances et des compétences. Ça, c'est un enjeu absolument fort, qui va nécessiter de former les enseignants, les pédagogues, à plein de choses. Un, à ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Le moteur n'est pas tout à fait le même. Comment est-elle structurée? Quelles sont les connaissances qu'il y a à l'intérieur? 99% des données qui sont avalées par la machine sont d'origine anglophone. Donc ça veut dire que moins de 1%, beaucoup moins de 1% sont des données francophones. Ça veut dire qu'il y a un biais cognitif qu'il faut qu'on prenne en compte. En sciences, le fait que, en sciences et en recherche, le fait que l'information soit anglophone n'est peut-être pas un problème, puisque nous reposons tous sur de la bibliographie anglophone, pour son essentiel. Donc ça pose un peu moins de problèmes, mais dans l'enseignement scolaire, ça pose beaucoup plus de problèmes, sur les programmes par exemple. Donc voilà, tout ça veut dire qu'il va y avoir un enjeu très très fort qui va être d'accompagner ceux qui vont enseigner à l'usage de cette intelligence artificielle. Donc là, on a un enjeu de formation continue qui nous fédère ici et sur laquelle il va vraiment falloir se pencher. C'est pas juste former à l'IA, c'est pas voilà ce qu'est l'IA au sens générique et macro du terme. Non, c'est voilà comment dire ce qu'est l'IA dans l'éducation, dans un contexte de transmission, dans la construction d'un scénario pédagogique, etc., etc. Donc plein de sous-thématiques. Donc ça, c'est le premier élément essentiel. Et le deuxième, c'est de se dire comment je vais former les prochains enseignants-chercheurs et les prochains enseignants. Et là, je pense que là, on sort un petit peu de la formation continue, mais enfin, c'est forcément
complètement relié, hein, parce que former ceux qui sont déjà en exercice à cette transformation et préparer ceux qui vont être en exercice à être les arbitres et donc les omniscients, les futurs experts d'un monde nouveau, ça c'est un véritable enjeu. Et donc cette réflexion-là sera portée via la formation continue, parce que la formation continue va avoir une vraie problématique qui va être de s'adapter au fur et à mesure du temps à ces évolutions technologiques. Et à un moment donné, et on l'évoque dans le rapport, à un moment donné, il va falloir aussi se pencher sur former initialement ceux qui vont transmettre, les pédagogues de demain, à ne plus être probablement les mêmes pédagogues qu'hier. Je vais prendre juste un exemple, qui est le niveau d'expertise disciplinaire. C'est quoi l'expertise disciplinaire aujourd'hui? Donc, il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs ici, au moins 2 de mémoire, comment dire, autour de cette table. Vous avez été docteur et donc vous êtes arrivé à un très très haut niveau d'expertise. Et déjà, ce niveau d'expertise était perfectible dans le temps, puisque on sait très bien que notre savoir se dégradait avec le temps. Parce que l'activité de recherche faisait que la recherche va plus vite que la connaissance. Donc, en étant pédagogue, on sait très bien qu'on dégrade son niveau de connaissance avec le temps. Ici ça va vraiment être un enjeu essentiel, de suivre le chemin de la technologie. Ce n'est pas du savoir, c'est de la technologie. Et donc de pouvoir s'adapter dans le temps à cette révolution technologique qui va extrêmement vite. Encore une fois, le chat GPT de décembre 22, le chat GPT arrivant en France en printemps 23 de mémoire, et le chat GPT qui est sorti le mois dernier, n'ont rien à voir les uns avec les autres en termes d'efficacité et de capacité qu'on va pouvoir en tirer. Donc voilà, donc cet enjeu essentiel de formation continue, il va falloir se le poser pour être en mesure d'accompagner ceux qui vont transmettre justement à l'évolution technologique et à l'évolution des pratiques pédagogiques. Merci. Au-delà du besoin technique et technologique d'évolution des enseignants, je pense qu'il y a aussi une question peut-être de crédibilité pour les apprenants, parce que si certains apprenants maîtrisent mieux l'IA, entre guillemets, que leurs propres enseignants, c'est vrai que ça peut remettre aussi en cause leur relation. C'est moins une question de maîtrise technologique qu'une question d'adaptation à un contexte d'apprentissage qui diffère. Encore une fois, c'est pas utiliser l'IA comme comment dire, technologie. Comme technologie. C'est utiliser l'IA comme technologie d'apprentissage. C'est différent en fait. Si l'étudiant sait mieux utiliser ChatGPT, d'une certaine manière, on s'en fout. La vraie question, c'est comment faire en sorte que moi, en tant que pédagogue, je sache utiliser l'IA générative de telle manière que je puisse faire une vraie grille d'évaluation des connaissances et des compétences de mes étudiants. C'est-à-dire, c'est pas tant le niveau de compétence par rapport à l'outil que de savoir comment moi je peux être comment dire, le plus à même de pouvoir toujours disposer d'indicateurs qui me permettent de dire point vert ou point rouge au niveau de l'acquisition de la compétence pour celui qui apprend. Donc c'est pas tant le niveau d'apprentissage, le niveau de maîtrise que d'une parfaite maîtrise du contexte aujourd'hui technologique. Olivier, dans France Université Numérique, il y a numérique, ça n'aurait échappé à personne. Donc vous êtes, je dirais, naturellement au sein des universités, vous avez pas le devoir, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, on attend peut-être de votre structure par rapport à l'intelligence artificielle générative, peut-être une prise de parole, la prise en main en fait de cette problématique actuelle. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des choses? Est-ce que vous vous projetez dans une nouvelle façon d'enseigner? Oui, alors on a effectivement des projets en cours sur lesquels je vais revenir, mais je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire Erwan. Et pour pouvoir faire monter en compétences et pour pouvoir former à l'intelligence artificielle, a priori, on a besoin de formateurs. C'est une lapalissade, et donc on a besoin d'enseignants-chercheurs. Là, je prêche un peu pour ma paroisse ou mon ex-paroisse. Et ceux qui connaissent les sections CNU comprendront qu'on a besoin de personnes recrutées en 27e, en 26e, en 25e. Alors si vous n'êtes pas familier, 25e c'est les maths pures, 26e c'est les maths applis, les stats, et 27e c'est l'informatique. On a besoin d'enseignants-chercheurs et on nous dit
à juste titre qu'on a une super compétence en France. Alors à la télé, on nous dit qu'on est les meilleurs, c'est peut-être un peu discutable, mais c'est vrai qu'on voit souvent des Yann Lequin, Luc Julia être interviewés et qu'ils font référence en la matière. Et moi, à mon époque, dans mon ancienne intelligence artificielle, j'ai travaillé avec des gens comme Marie-Christine Rousset, Serge Abitboul, qui sont des gens brillants, français, et qui étaient déjà des références à l'époque. Donc la compétence académique, nous l'avons. En revanche, augmenter le nombre d'enseignants-chercheurs, ben, ça veut dire ouvrir des postes déjà, et on sait qu'on est quand même dans une phase plutôt de pénurie, hein, d'ouverture de postes. Et même si nous avions suffisamment de postes ouverts pour recruter des maîtres de conf et des profs spécialisés en intelligence artificielle, on aurait certainement beaucoup de mal à les recruter. Bon, moi, j'étais encore dans le circuit il y a quelques années. Je me suis retrouvé dans des campagnes de recrutement sur des postes de maître de conf en intelligence artificielle super intéressants, les postes, avec 3-4 candidats, là où il y a 20 ans, on en avait 40 ou 50, et bon, ça nous permettait d'avoir des super candidats, donc des super recrutements, ça c'était bien. Alors pourquoi ce phénomène? Ben parce que quand on est doctorant en informatique, en intelligence artificielle, et qu'on a envie de faire construire sa piscine, ben, naturellement, on va plutôt aller bosser chez un opérateur privé qu'embrasser une carrière d'enseignant-chercheur. On sait que ce n'est pas forcément super rémunérateur, au moins en début de carrière. Donc on a ce besoin d'enseignants, de formation. Alors dans l'excellent rapport, on revient toujours à ce rapport, j'ai noté qu'on aurait un besoin à assez court terme de 56 000 postes, alors bon, une cinquantaine de milliers de postes par an pour le développement de l'IA, et 25 000 postes par an qui permettraient d'enseigner de l'IA pour autre chose, de l'IA pour le droit, de l'IA pour la médecine, de l'IA... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et bon, il y a des choses qui ont été mises en place dans le cadre des AMI, CMA orientés IA ou des clusters IA, mais comme le remarque le toujours excellent rapport, désolé d'y revenir, ben ces clusters IA ou IA clusters, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ces CMA, ben il se trouve qu'ils sont géographiquement ciblés, et il y a des parties du territoire qui sont... à l'abandon, ou en tout cas pas concernés par ça. Donc on manque d'enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, on a du mal à recruter, on a des personnes de très grande qualité au niveau national. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution à ça? Alors évidemment, moi je suis ici au titre d'un opérateur public qui a dans son ADN la mutualisation et les ressources numériques. Pour moi, c'est clairement une voie, c'est pas la seule, mais c'est clairement une voie qui nous permettrait de massifier la diffusion des formations en intelligence artificielle. Ça, ce sont des choses qui peuvent être faites en formation initiale et qui peuvent également être faites en formation continue. Je reviens sur Digital FCU, mais évidemment, si on avait, en plus de nos MOOC assez généralistes et ciblés pour donner des formations sur quelques semaines, si on avait des petits modules qui traitent des petites parties de formation en intelligence artificielle et qui pourraient être agrégés de manière à faire des parcours qui soit des parcours de spécialistes d'intelligence artificielle, des formations de niveau master en intelligence artificielle, avec même différents niveaux de spécialisation, mais aussi des petits modules qui pourraient s'agréger à des formations en droit, des formations en bio, en médecine, et qui pourraient d'ailleurs, pour certains d'entre eux, être les mêmes et constituer des espèces de socles communs. Ben là, on pourrait avoir une solution. Et donc, la question qui se pose à moi, à nous, en tant qu'opérateurs de mutualisation, c'est comment susciter la création par nos équipes de personnes très hautement qualifiées, d'enseignants-chercheurs qui sont au top, comment susciter la création de ces capsules. Je pense que Fun peut être un des opérateurs qui
initie ces productions. Alors évidemment, pour initier des productions, il faut des moyens. Les moyens, nous, à l'heure actuelle, on ne les a pas vraiment, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc Fun ne peut pas dire l'année prochaine, on met 3 millions d'euros pour susciter des créations. Il faudrait certainement un coup de pouce de l'État. En revanche, le jour où nous aurons ces petites capsules qui pourront commencer à être agrégées dans des parcours de formation et qui pourront être commercialisés, ne nous voilons pas la face, on a des besoins financiers qui pourront être commercialisés, par exemple dans notre excellente plateforme qui a été teasée hier soir, si j'ai bien compris. Ces formations qui sont sur un secteur concurrentiel, mais sur lequel on a quand même des arguments à défendre au niveau de l'enseignement supérieur, parce qu'en termes de connaissances académiques, on est au top. Hein, je pense qu'on est... Bon, je ne vais pas citer les concurrents du privé, mais je pense qu'on n'a pas à avoir honte par rapport aux formations qui sont diffusées par des opérateurs privés. Si on a ces formations qui commencent à être commercialisées par l'enseignement public, ça va générer des revenus, évidemment, qui vont nous permettre d'une part de couvrir nos frais, mais d'autre part de dégager des marges qui vont nous permettre de mettre à jour les capsules de formation, qui vont nous permettre de créer de nouvelles capsules de formation et d'être dans le rythme, de suivre ce qui se passe. Erwan, tu disais que tous les 3 mois, en gros, il faut tout refaire. Tous les 3 mois, il faut tout refaire. Ça veut dire que tous les 3 mois, il faut qu'on ait des moyens qui rentrent. Et on ne peut malheureusement pas espérer que tous les 3 mois, l'État nous rebalance 500 000 € pour mettre à jour nos capsules. Si les ressources, nous les générons grâce à nos formations professionnelles, je pense qu'on a une clé une réponse au problème. Donc vraiment, moi je suis convaincu qu'il faut mutualiser, qu'il faut qu'on s'appuie sur nos talents, qu'il faut qu'on génère des ressources, qu'on conçoive des ressources, qu'on cible les ressources qu'il faut générer. Donc les appels à projets, c'est très bien, mais les collègues en ont marre de répondre à des appels à projets. Donc plutôt que des appels à projets, il faut très certainement qu'on se réunisse, qu'on cible les formations qui nous manquent, qu'on constitue, et il y a des choses qui existent, hein, notamment dans les CMA et ce genre de choses, qu'on les récupère, qu'on les customise un petit peu, qu'on en fasse des capsules et qui puissent déboucher sur des micro-certifications qui s'agrègent par la suite en véritable parcours de formation. Et là, je pense qu'on aura gagné une partie de la partie. Je pense vraiment qu'en tant qu'universitaires, nous ne devons pas laisser l'intégralité de la place aux opérateurs privés parce qu'on a vraiment des arguments à défendre. Merci. Erwan, je vais juste revenir sur ce rapport, justement. Il est tout frais, hein, il est du mois d'avril, hein, c'est ça. Quelle va être la suite? Comment ça va être dispatché dans les différents ministères et en particulier celui qui nous intéresse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Quelle est la suite? C'est quoi la prochaine étape? Et là s'arrête ma réponse. En fait, on vit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un moment politique un petit peu particulier. Ça veut dire que nous avons adressé un certain nombre de recommandations, évidemment, à nos tutelles, au gouvernement, que ces tutelles, ensuite, et le gouvernement, donc Matignon, a demandé à chaque ministère d'avoir une feuille de route, une stratégie. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans un moment politique. Donc on parle du 7 avril, hein, la remise du rapport. Nous sommes globalement 2 mois après. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre en place, ou on peut, mais enfin, elle sera extrêmement virtuelle, mettre en place une feuille de route pluriannuelle ou un schéma directeur dans l'enseignement supérieur sur l'intelligence artificielle. Mais c'est ce qu'on disait. Avant de débuter cette table ronde, vous avez une force, vous, opérateurs de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, on a des programmes descendants par la DGESCO. Hein. Vous, opérateur de l'enseignement supérieur, toi, opérateur au travers d'un GIP, je ne vais pas dire que vous faites ce que vous voulez,
mais en tout cas, vous vous adaptez à vos écosystèmes, à votre environnement. C'est même ce que l'on vous demande de faire. Formation continue, on vous demande de regarder ce dont a besoin votre environnement immédiat, d'adapter au contexte industriel, de voir un petit peu la manière dont on peut répondre à ces demandes de nos territoires. Pareil pour toi, les grandes problématiques nationales, de voir un petit peu comment ça s'intègre, de mutualiser des ressources. On a parlé mutualisation tous les deux il y a déjà quelques années. Enfin, je veux dire, c'est voilà, cette réflexion d'un opérateur national qui permet d'agréger des capsules, des ressources pédagogiques numériques, voire hybridées, en relais avec vous. Voilà, c'est une richesse absolue que d'avoir Fun en France, parce qu'on a là un médiateur national de la formation numérisée. Donc voilà, donc cette réflexion globale, en fait, on peut l'avoir indépendamment d'un message politique. Donc le message politique, il doit être porté par les gouvernances universitaires. Il ne doit plus être porté, enfin en tout cas, il ne sera pas porté aujourd'hui et demain par le relais gouvernemental, tout simplement parce qu'il ne peut plus, là on est en période de réserve, donc plus aucune décision ne peut être prise, et que cette période de réserve, élections, etc., ça veut dire qu'on est en septembre-octobre facilement, hein. Enfin je veux dire, c'est les choses, désignation des cabinets, etc. Donc là il y a une prise en charge, mais les universités sont extrêmement dynamiques. Vous êtes un monde extrêmement dynamique, vous n'avez d'une certaine manière pas besoin du gouvernement pour animer votre territoire, pour être à l'écoute de vos relais. Donc voilà, donc comment dire, la réponse politique au rapport, il faudra l'attendre au mieux à la fin 24, s'il y a effectivement une considération de ce rapport à l'aune des éventuelles évolutions politiques qui auront lieu début juillet. Mais alors j'aimerais passer justement de la macro à l'échelle macro à l'échelle micro et revenir un petit peu justement sur cette expérimentation que vous avez menée, voir un petit peu ce qu'en est ressorti et ce qui va se passer chez vous. Donc si je m'inscris complètement en faveur des préconisations d'outils mutualisés et de création de capsules ou de modules qui vont créer des spécialistes en IA, j'aimerais toutefois aussi préciser que ça suffira pas, parce que justement, revenons au niveau micro, pour moi, il n'y a rien de pire qu'un juriste qui me parle de droit. Il n'y a rien de pire qu'un économiste qui parle d'économie, et il n'y a rien de pire qu'un informaticien qui va vous expliquer l'IA. Donc, ce qu'il faudra, c'est aussi créer finalement des champions disciplinaires capables justement d'expliquer l'IA en droit, l'IA pour la gestion d'entreprise, l'IA pour les philosophes, etc. Et ça, c'est très important aussi. Donc, avoir des capsules générales, oui, des champions de l'IA, c'est très bien, mais il va falloir aussi disséminer finalement l'utilisation et la compréhension de ces outils de l'IA par coloration disciplinaire, j'ai envie de dire. Et j'aimerais aussi revenir sur ce que Erwan a dit tout à l'heure, sur la formation. Il faut pas oublier comment finalement les outils de IA génératif fonctionnent. Donc c'est une boîte noire qui a subi un certain nombre d'apprentissages sur base d'un corpus textuel, principalement américain, il ne faut pas se voiler la face, mais donc ça veut dire que tout ce qui existe, il nous le ressort très bien. C'est-à-dire que j'ai pas tellement de soucis, moi, avec ChatGPT pour mes cours de master, parce qu'à partir de, je vais dire, déjà en L3 et puis en master, l'enseignement est adossé à de la recherche. En formation continue, il y a un aller-retour avec le terrain, et donc il y a de l'invention. Ces outils ne savent pas inventer pour le moment, et j'espère qu'on en restera là, mais ils ont juste ingéré toute une base textuelle, et sur base de probabilités et des paramètres, on parle d'environ 200 milliards de paramètres pour GPT. Bon, donc on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais ils vont nous ressortir un output. Donc on lui donne le prompt, notre question, et sur base d'un corpus existant, il dit bon, ben, la capitale de la France est, et puis il va nous sortir Paris, quoi. Donc voilà comment ça fonctionne. Par contre, si c'est adossé à de la recherche, quelque chose qui n'existe pas encore, voilà, et là, il y a quand même, il n'y a pas trop de danger. Donc, si je reviens sur la certification, nous, on est très demandeurs de certification, comme PIX, comme nous, à Paris 1, on utilise Écrit Plus pour voilà, l'expression orale et écrite, voilà, en collaboration. Donc,
ces certifications, elles doivent être reconnues par tout le monde. Si elles sont reconnues par tout le monde, c'est qu'elles reposent aussi sur un corpus sur lequel il y a une adhésion commune. Qui dit adhésion commune dit quelque part un écrit qui existe, sur lequel donc potentiellement ChatGPT s'est reposé pour s'alimenter, pour son apprentissage. Donc, et c'est là le souci. Comment peut-on être certain que l'étudiant, l'étudiante en apprentissage joue bien le jeu d'acquérir elle-même ou lui-même les compétences et se dire, tiens, je suis face à mon ordinateur, c'est comme dans les manuels, il y avait toujours des exercices et puis il y a les solutions à la fin. Moi, je disais toujours à mes étudiants, n'allez pas voir la solution. C'est évident que la tentation est forte d'aller voir la solution à la fin du manuel pour dire, bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Bon, mais non, et là, c'est la même chose. Face à un outil qui va mener à une certification, vous avez cité TOEFL ou TOEIC, bon, la tentation est grande de ChatGPT, tiens, donne-moi la réponse. Et finalement, la compétence n'est pas acquise. Donc c'est là qu'il va falloir vraiment œuvrer et travailler pour moi. Alors justement, ça a été évoqué hier avec Xavier Aimé lors de sa conférence inaugurale sur la place de l'intelligence artificielle dans la formation, et notamment par rapport au côté certification, notation. Hein. Il a été question de différencier notamment l'oral et l'écrit, l'examen, les choses qui sont faites à la maison, des choses qui sont faites dans une salle d'examen sans ordinateur, sans accès à l'IA. On a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a la problématique des mémoires ou des rapports de stage professionnel ou de mémoire qui ne peuvent pas être faits en temps réel dans une salle d'examen puisque c'est un travail à long terme. Il y a une piste qui a été évoquée par Xavier Aimé hier qui disait qu'on pouvait imaginer que les prompts on faisait des copier-coller et des prompts pour montrer ce que l'étudiant avait posé comme question à l'IA et la pertinence des questions posées pouvait donner lieu à une notation. Quel est votre point de vue d'enseignant-chercheur là-dessus? Oui, c'est marrant que vous parlez des rapports. Par exemple, pour rendre nos rapports HCRS, évidemment, on s'est aidé de l'IA générative et j'ai appris que l'HCRS, pour évaluer nos rapports, utilisait l'IA générative pour résumer. Donc finalement, et finalement, avec les rapports de stage, voilà, il ne faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, moi, j'étais dans la commission Parcoursup, toutes les lettres de motivation. J'ai utilisé 0GPT pour détecter si ça avait été écrit par IA. C'est évident que 9 sur 10 sont écrites par IA, puisque ça n'a aucun intérêt, les lettres de motivation. Donc, voilà, c'est une nouvelle donnée, c'est comme ça. Je pense que, justement, ceux qui vont écrire leur rapport à la main, avec les belles fautes d'orthographe finalement qu'on regrette, eh bien vont se démarquer des autres parce que l'IA générative génère quand même quelque chose d'assez plat, d'assez neutre. C'est des probabilités, donc c'est de l'entendu, on s'attend à la suite. Donc voilà, donc il y a encore de la place pour l'humain, je pense. Alors justement, Olivier, dans les formations qui sont les MOOC, etc., qui sont à disposition, avec des certifications au bout, comment vous intégrez ce dont on vient de parler? Comment vous gérez au niveau de la notation voilà, l'éventuelle ou la très probable, on va dire, utilisation de l'IA par les étudiants? Alors ça, nous, pour le moment, on ne le gère pas. Je vais être franc avec vous, mais en tout cas, on se pose des questions, évidemment. Et pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'utilisation qu'on faisait de l'IA chez Fun, ça rejoint ce que vous dites, on a d'ores et déjà un projet qui s'appelle Transcria. On n'est pas les premiers à le faire. C'est un projet qui est soutenu par la DINUM et qui vise à transcrire, donc à permettre le sous-titrage des vidéos des cours, le sous-titrage automatique. Ça, pour nous, ça présente un double intérêt. D'abord, un intérêt d'accessibilité, parce que ça veut dire que toutes nos ressources, étant sous-titrées, seront accessibles aux personnes qui sont malentendantes. Donc ça, c'est un plus. Et surtout, ces transcriptions, elles vont nous permettre ensuite d'être plugués sur le programme Aristote le projet Aristote qui a été évoqué par Gabriel Attal, je crois, il y a quelques semaines, et dont l'objectif est, par exemple, de générer automatiquement, à partir des vidéos de cours, des quiz.
Donc on peut générer des quiz. Alors c'est un projet qui est porté par Centrale Supélec, mais auquel Fun participe. On peut générer des quiz et on peut également corriger les quiz de manière automatique. Et on se rend compte que bon, les étudiants ont tendance à utiliser l'IA générative pour produire leur production, leur devoir, leur rapport. Je veux dire, moi j'enseignais encore il y a quelques mois et je n'ai pu que constater des similitudes dans des copies et c'était manifestement pas écrit par les étudiants. Donc ils utilisent l'IA générative, on peut utiliser l'IA pour nous aider à corriger. Et d'ailleurs il y a une forte demande pour ça. Alors je remercie Jean-François d'avoir parlé d'Écrit Plus. Alors, parmi mes nombreuses casquettes, j'ai celle de porteur d'Écrit Plus. Et sur Écrit Plus, nous travaillons à la correction automatique de textes produits par les étudiants. Donc les étudiants vont produire un texte et l'IA générative va passer derrière. Alors pas forcément pour corriger le texte, mais pour proposer une version du texte amélioré. Et alors là où ma vieille IA, celle que les chercheurs en IA générative aujourd'hui appellent la bonne vieille IA. Donc on peut faire le mix des deux parce qu'on peut avec l'IA générative corriger le texte et avec ma bonne vieille IA et ses règles, on peut expliquer les erreurs à l'étudiant. Donc là, il y a un côté correction qui peut intervenir de manière évidente dans une partie de la certification. Voilà. Et donc, pour revenir quand même sur ce projet Transcria et la traduction, la transcription automatique de texte, elle nous permettrait d'une part de produire de la traduction automatique, ce qui donnerait à toutes les ressources pédagogiques produites en France la possibilité d'être diffusées plus largement à l'étranger. Ça peut être de la traduction textuelle, ça peut également être un prof virtuel ou le prof, moi, qui va me mettre à parler en tchèque avec une fluidité extraordinaire. Et il y a également d'autres aspects super intéressants pour ces ressources. Mon collègue Bertrand Montubert, que vous connaissez sans doute et qui porte le projet ATIPRI Friendly, qui a changé de nom, il en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi, mais il nous a fait des démonstrations. Alors il paraît qu'il y a des étudiants qui sont 10 ou qui ont un certain nombre de troubles cognitifs et qui, lorsqu'ils voient un prof, sont traumatisés de voir le prof sur la vidéo. En un simple clic, on peut remplacer ma tête par un nounours ou quelque chose qui va rassurer l'apprenant. Et ça marche super bien. On a eu des démos, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses, c'est spectaculaire. Donc je pense que l'IA, ça peut vraiment être un moyen, au-delà de tout ce qui est aide à la certification, à l'évaluation, ça peut vraiment être un moyen de rendre les ressources accessibles à un plus large public, à un très large public. Avant de passer aux questions de la salle, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit au tout début là, de votre intervention, à l'instant. Vous avez dit « j'ai constaté que des copies étaient similaires ». Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour noter? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce qu'on peut valider une certification, un diplôme à des copies qui ont très clairement été générées par l'IA? Ouais, alors ça c'est une très bonne question. Est-ce que ça a commencé à mon avis avec l'invention de l'imprimerie et l'accès à des bouquins. Pour moi, l'IA n'est qu'un médium de plus, un moyen de plus d'accéder à une forme de connaissance. Et on a tous eu des étudiants qui, il y a encore 20 ans, copiaient des passages de l'Encyclopédia Universalis, on les reconnaissait, puis ils nous balançaient des Wikipédia, on les reconnaissait aussi, et maintenant, voilà, on se rend compte qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle. Moi, ça ne me traumatise pas, ça fait partie des connaissances, ou de l'accès à la connaissance que les étudiants peuvent avoir. Ce qui m'embête en revanche, et là je sanctionne, c'est quand je me rends compte que plusieurs étudiants ont balancé dans leur copie des choses qu'ils ont récupérées de ChatGPT et qui étaient une hallucination, parce que ChatGPT hallucine. Bon, tout le monde le sait. ChatGPT, quand il ne sait pas, il invente. Et quand il invente des trucs qui sont crédibles de prime abord, mais qui sont n'importe quoi. Et moi, j'ai vu des copies l'année dernière d'étudiants
qui manifestement n'était pas venu au cours ou n'avait pas écouté, et qui, à des questions de cours, répondait des trucs qui n'avaient rien à voir, et qui étaient faux. Et qui était faux, évidemment. Enfin, moi, avec mes petites connaissances, je me rendais compte que c'était faux. Ben là, quand j'en ai 10 qui me répondent la même bêtise, qui a des airs de vraisemblance, mais qui scientifiquement est totalement infondée, je sanctionne. Après, s'ils ont réussi à utiliser le résultat de ChatGPT pour produire quelque chose de pertinent, ben, tant mieux pour eux. Si en plus ils l'ont compris, on n'a pas complètement perdu notre temps. Ok, merci. Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire sur les hallucinations... Excuse-moi, oui. je voudrais juste préciser, tu dis ChatGPT quand il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il ne sait rien. ChatGPT ne sait rien, je suis bien d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que quand il est pour pas nous, il hallucine, mais pour lui, en fait... Pour lui, il fait son job. C'est juste une séquence de mots en termes de probabilité, et il ne sait pas que c'est faux, je veux dire. Donc il n'a aucune conscience de ça. Donc petit clin d'œil. Je sais par formation que l'IA ne sait rien. Justement, hier, j'ai partagé sur le fil WhatsApp le problème de Google. Il y a une petite anecdote avec l'IA de Google qui préconise de mettre de la colle dans la recette de la pizza. Donc apparemment, ils ont eu du mal à débugger ça. Donc voilà, c'était un exemple un peu rigolo. On va donner peut-être dire un mot aussi par rapport... à l'aspect légal, donc je vais faire mon juriste là, alors que je ne suis pas du tout, mais tout ce qui a été créé par IA générative, eh bien l'étudiant, c'est sa production personnelle. C'est-à-dire que peut-on le sanctionner d'avoir finalement répondu en utilisant une IA générative? La réponse est non, c'est de la propriété, ça relève de la propriété intellectuelle, c'est sa production. D'ailleurs, nous, à l'école d'art de la Sorbonne, il y a plusieurs expérimentations qui ont été menées dans le cadre de mon AMI là, où il y a des vidéos qui ont été générées, ou bien des tableaux, des graphismes, c'est de la propriété de l'étudiant, même si ça a été créé par des prompts avec Midjourney, Dali, etc. Donc, il en va de même pour les textes qui ont été écrits. Donc, si c'est un texte qui a été entièrement écrit par ChatGPT, celle qui a écrit les prompts en a la propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est important à savoir. Merci, on va pouvoir passer aux questions de la salle. Donc il y a un micro qui peut circuler, il y en a même deux, un de chaque côté, c'est super. On y va. Monsieur Giuliani veut intervenir. Merci. Merci à vous déjà, messieurs, pour cette intervention. Juste peut-être une question. Je pense qu'on est tous assez convaincus, et merci pour ces propos sur les approches collectives, sur le besoin effectivement avéré de relever le challenge de la souveraineté nationale en matière d'IA et de cette obligation quelque part qui peut être nôtre des établissements d'enseignement supérieur public d'être les promoteurs et les garants peut-être de cela. En tant que réseau et en tant que président de réseau, j'ai envie de vous dire, on ne peut que plus soir à vos propos, on a envie d'y aller et je pense qu'on essaie de le promouvoir. Et effectivement, au regard des expériences qu'on peut aujourd'hui avoir et du démonstrateur autour de Digital FCU, c'est vraiment le sens de ce vers quoi nous allons et nous y croyons. Par contre, en même temps que je suis président d'un réseau, je suis directeur d'un service dans mon établissement. Et autour, alors ça peut être un CMA, et il n'est pas, chez moi, il n'est pas sur l'IA, mais sur des CMA IA, sur les clusters IA, et vous l'avez évoqué, on est finalement sur des formes d'éparpillement, à un moment donné, des financements. Et ces appels à projets nous appellent chacun de nos établissements, et le SGPI nous y appelle et est très... comment dirais-je, en surveillance de cela, à ce que derrière, il y ait un modèle économique pérenne qui permette finalement que le fonds d'amorçage mis par l'État trouve finalement une récurrence et une pérennisation. Et quelque part, comment jouer finalement cette forme d'obligation qui est portée par chacun de nos établissements à devoir créer finalement un modèle économique pérenne, tout en essayant de porter un engagement de bien commun. Et ça, je ne vois pas comment on fait, sauf à dire qu'aujourd'hui, que l'on renvoie la responsabilité de l'engagement, et tu l'as évoqué, Erwan, tout à l'heure, sur vous, université, vous pouvez y aller, vous avez cette latitude que peut-être que l'éducation nationale n'a pas. Mais finalement, on est plutôt sur un engagement des établissements à y aller de manière volontariste, en ayant le sentiment finalement que ça n'est pas pensé et porté par l'État dans cette logique, quelque part, de communauté de l'enseignement supérieur qui devrait finalement s'emparer de ce sujet. Donc je trouve qu'il y a un décalage finalement entre ce qui peut relever à un moment donné de l'intention et la mise en œuvre dans nos établissements.
je dirais pas éparpillement avec France 2030. Justement, c'est probablement un des biais de ce que tu évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on va avoir une inégalité de la répartition des moyens, parce qu'il va y avoir 7 clusters IA, je ne sais plus, j'avoue, 9, merci, 9 clusters IA, et qu'à l'échelle du territoire français, justement, on n'a pas contrairement au système de l'éducation nationale, où 100% des établissements vont devoir... par exemple, tu vois, enseigner à l'IA, je dis n'importe quoi, en première, parce que ça va passer au programme. Là, les universités se retrouvent quand même avec plus ou moins de maîtrise et d'expertise, justement parce que les fonds, les financements ont été adressés spécifiquement à certains sites. Mais là, la question, justement, est de l'ordre de est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est un État stratège qui fait ça? Alors, à titre personnel, je pense que oui, au sens que vous êtes des opérateurs d'enseignement et de recherche, et que si on fait un éparpillement, c'est-à-dire que si on homogénéise le financement de l'IA à périmètre budgétaire équivalent, hein, enfin, je veux dire, à l'ensemble des opérateurs de l'enseignement supérieur, enfin, public, à l'ensemble des universités, alors il y aura un éparpillement, une dilution des moyens et donc une médiocrisation en fait hein, des supports pédagogiques et des formations, etc. à l'IA. Alors que si on considère qu'on va avoir quelques sites d'expertise, mais qui sont antinomiques hein, du fait qu'on puisse former tout le monde en présentiel. Enfin, je veux dire, mais c'est pour moi un choix stratégique. C'est un choix stratégique. Qui peut être certes discutable, mais qui est stratégique. En revanche, ça veut dire qu'aussi, il faut se mettre en capacité de pouvoir compenser cette inégalité territoriale, cette inégalité de répartition des moyens, si je parle de la formation à l'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet qu'on évoque ici. Mais c'est justement la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est qu'on a justement des outils qui permettent aujourd'hui de répondre à ces inégalités de répartition. On a un opérateur national de la formation par le numérique qui peut permettre de générer 70-80% de la production, de la transmission de la connaissance et de la compétence à l'ensemble des étudiants, à l'ensemble des apprenants, puisqu'on parle de formation continue, où qu'ils soient en France. Enfin, moi, j'ai animé dans un temps des campus connectés, donc on peut même imaginer que dans les territoires ruraux, certains puissent bénéficier de la transmission de ces savoirs grâce à Fun qui est branché sur n'importe quel ordinateur. En revanche, se pose quand même, parce que je suis aussi convaincu qu'on peut aller jusqu'à 70-80% de formation par le numérique, mais qu'à un moment donné, on a quand même besoin de 20% de présentiel. Enfin, quand je dis 20%, peu importe, enfin, on pourrait discuter de cette part de présentiel. Et là se pose un véritable problème. Qui pour former en présentiel ces 20 derniers pourcents et qui au sens, quel est son profil? Tu l'évoquais tout à l'heure, dans une fac de droit, ici, si je veux former les licences ou les masters de droit à l'intelligence artificielle, c'est peut-être pas l'enseignant-chercheur spécialiste en IA qui est la meilleure personne. Donc va se poser aussi cette problématique qui est certes former l'ensemble des étudiants, former l'ensemble des enseignants-chercheurs à une certaine maîtrise qu'il va falloir identifier de l'intelligence artificielle pour pouvoir l'enseigner à l'ensemble des étudiants. Mais on ne va peut-être pas réfléchir au sens de former que des personnes, des CNU, maths appli, informatique, etc. Parce que finalement, à titre personnel, je pense que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. C'est mon point de vue qui est forcément discutable. Et oui, je pense que la stratégie CMA est une stratégie, enfin comment dire, est une stratégie. Voilà, on n'est pas dans l'éparpillement. Après, c'est un biais. C'est clair que c'est un biais géographique. Tout le monde n'a pas la même dotation pour pouvoir répondre à ce besoin qui est indiscutable. Si je peux juste rajouter quelque chose, la stratégie CMA, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'il y a quand même une chose à laquelle on devrait s'atteler. En tant qu'enseignant-chercheur, on a l'habitude, et même quasiment l'obligation, de travailler en recherche avec d'autres équipes. Un chercheur qui travaille tout seul ou qui travaille qu'avec des gens de son labo, il est considéré comme
un chercheur de bas de gamme, c'est triste à dire mais c'est comme ça, et un bon chercheur, il va écrire ses articles et mener ses travaux avec des collègues au moins de différentes universités françaises, voire mondiales. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer au niveau de la création de ressources pédagogiques. On a nos vieux réflexes de profs qui veulent faire leur support, leurs ressources et les utiliser tout seuls. Et moi, je suis convaincu qu'on aura une meilleure acceptation et une meilleure adhésion aux ressources pédagogiques si on les a produites avec des collègues d'autres établissements. Et ça pourrait être un levier pour les CMA, de leur dire « Ok, vous développez vos ressources, mais allez voir les 2-3 autres CMA qui sont à tel endroit et qui bossent sur des choses similaires et faites des ressources partagées communes. Et vous répartissez le job, vous intervenez à 2 équipes sur tel sujet, 2 autres équipes sur tel autre sujet. Et ça peut permettre de lisser justement cette répartition des moyens sur les territoires. Je pense que vraiment là, il y a un changement de philosophie à adopter en termes de production de ressources pédagogiques. La production de ressources pédagogiques novatrices de haut niveau, il n'y a pas de raison qu'elle soit cloisonnée. On doit faire la même chose que ce qu'on est tout à fait capable de faire lorsqu'on mène des projets de recherche. D'où l'intérêt d'un réseau comme le FCU. D'autres questions du public? Oui. On a une question là. Oula. Donc, Yannick Vigier, responsable du service formation continue à Clermont. Auvergne Université. Moi, j'avais une question par rapport au développement, à l'accélération de l'IA sur la production de contenu pédagogique. On travaille du coup dans le cadre du projet Digital FCU sur un process un peu traditionnel aujourd'hui, qui est qu'effectivement, on identifie un module à produire, on candidate au sein de l'appel à projet, et nos enseignants, avec l'appui d'IP, d'audiovisualistes, produisent la réponse sur un délai de 6 à 8 mois. Et ensuite, on a un cahier des charges, on dépose, on commercialise. Donc ça, c'est le process qui est posé aujourd'hui. Qui amène déjà l'enseignant à travailler avec un audiovisualiste, un IP. Donc déjà, il y a un processus de conception pédagogique un peu particulier, sur un format distanciel, etc. Ce qu'on voit arriver là, ce que je vois arriver depuis le début de l'année sur mon territoire, c'est des solutions IA qui sont vendues aux entreprises à partir de Mistral et ChatGPT notamment, où les opérateurs proposent, donc c'est des opérateurs privés, en fait, à l'entreprise d'identifier les gaps de compétences des salariés entre le poste occupé et la compétence du salarié et la compétence attendue par l'entreprise sur un horizon de 1 à 3 ans par rapport à l'évolution de son métier, etc. Et sur ce gap-là, l'IA génère une recherche de formation pour compenser ce gap pour le salarié, donc elle va chercher ce qui existe, mais elle génère aussi des contenus. Moi, j'ai vu des choses où l'IA génère directement une proposition pédagogique avec des supports, des ressources, des vidéos, et là où il nous faut, nous, 6 à 8 mois de production, avec le travail que j'évoquais tout à l'heure avec Digital FCU, là, il faut 6 jours. Ce qui est produit est très, très complet. Mais bien sûr, pas complètement complet. C'est-à-dire que derrière, on sait qu'au bout de 6 jours, on a quelque chose qui se tient. Et comme ce qui a été présenté hier, c'est en gros aller rassembler et produire un premier format pour qu'ensuite, derrière, il y ait un enseignant qui vienne relire tout ça et remettre des choses, corriger éventuellement des erreurs, des hallucinations, mais aussi compléter les ressources, compléter les questionnements, etc. Donc je pense qu'il y a un travail nécessaire. Mais quand je vois ce qui sort du coup chez ses collègues, enfin chez ses concurrents du coup, qui viennent plutôt de la RH, etc., je pense qu'il serait nécessaire qu'au niveau de Fun, justement, dans le cadre de Digital, mais pas seulement, on commence à se poser la question d'une mutualisation pédagogique, de conception pédagogique de ce type-là, en fait, qui permettrait en fait de pré-produire des réponses à nos objectifs communs. Là, en l'occurrence, en ce moment, c'est les formations de formateurs, mais on pourrait l'étendre à tous les sujets. Et ensuite, d'amener ce produit-là à nos enseignants, leur dire, voilà, on a quelque chose qui a été produit par l'IA, on aimerait maintenant que vous mettiez votre patte d'enseignant pour aller plus loin et que ça soit plus complet et que du coup, on réponde à une logique de certification un peu exigeante et pas seulement une réponse IA qui n'est qu'une réponse
comme vous l'avez dit, de reproduction de contenu, de savoir existant en fait. Voilà. Donc est-ce que ça c'est quelque chose qui est réfléchi et qu'on pourrait imaginer voilà, dans les prochains mois, prochaines années? Merci. Je vais vous laisser répondre, Olivier, mais c'est vrai Oui. que c'est très intéressant par rapport à ce que disait Xavier May hier. C'est-à-dire qu'on voit que l'IA, effectivement, peut être source d'amélioration. Et là, de faire un travail en amont très rapide qui permet de travailler sur autre chose et de mettre en avant la valeur ajoutée, d'autres valeurs ajoutées des enseignants. Alors, malheureusement, là bon, nous en rêvons, hein, c'est vraiment des choses qu'on regarde. On rêve de pouvoir profiler le candidat, définir de manière automatique un parcours qui lui permette d'atteindre le niveau visé en fonction de ses compétences, de ses besoins d'acquisition de compétences. On en rêve. On n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui, malheureusement. C'est vraiment une question de moyens. On a une équipe technique qui est réduite et pour ça, il faudrait qu'on ait du budget, clairement. Donc, ça veut dire répondre à des appels à projets ou avoir une subvention qui arrive pour faire ça. Le jour où nous aurons les moyens de le faire, humains et financiers, on ira. Ça, c'est clair. C'est une chose qu'on regarde, à laquelle on pense, hein, la constitution de parcours automatique adapté. Alors, peut-être pas la génération de ressources pédagogiques, mais au moins déjà l'articulation de plusieurs ressources qui permettent de constituer un parcours de manière automatique. C'est des choses qui nous font très, très envie et on est frustré de ne pas pouvoir les développer. Mais on regarde, on regarde. On avait une autre question, je crois, par ici. Tout à l'heure, j'ai vu une main se lever au milieu, là, non? Qui a une autre question? On a encore un petit peu de temps, donc vous pouvez en profiter pour échanger avec nos intervenants. Merci, bonjour. Victoria Tamayo de l'Université Gustave Eiffel. J'aimerais revenir sur les enjeux éthiques des IA génératifs. Une étude de l'UNESCO a récemment soulevé le grand biais par rapport au contenu sexiste, homophobe et raciste des IA génératifs. Et vu que ce contenu façonne la manière de penser de millions de personnes, comment est-ce que vous avez abordé cette question dans vos pratiques? Et si oui, comment? La question des biais générés par l'intelligence artificielle générative, si c'est la question. Alors ce biais, vous l'évoquez au niveau dans les problématiques de sexisme et de vision polarisée. Ça va même bien au-delà, hein, puisque vous savez que il doit y avoir à peu près 50% de femmes ici dans cet auditoire. Et ben vous êtes 50% des patients dont on ne sait détecter un infarctus. Puisque en fait la très grande majorité des données médicales analysées et qui permettent d'élaborer des protocoles hospitaliers sont élaborés sur la base de la physiologie masculine. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que, et ça ne date pas de ChatGPT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des données qui sont profondément biaisées. Et donc les banques de données, et donc ChatGPT reflète en fait tout simplement ce biais social et sociétal qui est marqué depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. Et historiquement, plus on creuse dans l'histoire et plus on aura un biais en fait, hein, puisque la place de la femme dans la recherche, il y a eu plusieurs très très jolis témoignages ces derniers jours et ces dernières semaines sur les grandes chercheuses du début du XXe siècle qui ont été complètement occultées par leur directeur de recherche, et là je ne dis bien pas directrice de recherche, directeur de recherche, qui ont complètement anonymisé le fait qu'elles aient pu découvrir certaines choses intéressantes qui a pu les conduire à être nobelisés, les directeurs de recherche. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous collectivement. Quand je dis collectivement, c'est que la recherche, encore une fois, et hospitalière en particulier, conduit à ce biais. Donc ça veut dire que c'est un biais dont il faut tenir compte. Et donc on en appelle à
à ce qui n'a pas encore été évoqué jusqu'à maintenant et qui est absolument essentiel, c'est que quel que soit ce que l'on produit par ChatGPT, qu'on soit un apprenant, un étudiant ou un pédagogue, il faut en avoir un esprit critique. Et ça, c'est absolument essentiel. Et au-delà même de l'apprentissage à l'usage de ces intelligences artificielles, il va savoir, et là c'est un vrai défi de notre système éducatif, et un défi profond, qui va être de pouvoir sortir de ces carcans disciplinaires des apprentissages et probablement devoir faire face à des nouvelles formes de transmission, à des nouvelles formes d'éducation dont on ne sait pour l'instant comment les scénariser d'un point de vue pédagogique. L'esprit critique en est un, on parle de l'EMC aussi, l'enseignement civique au sein des établissements scolaires. Pour l'instant, on n'est pas au niveau d'une bonne qualité pédagogique. C'est-à-dire on n'attire pas, en fait, on n'emmène pas les apprenants avec nous sur ces sujets-là parce qu'ils sont très compliqués à former, à enseigner, à transmettre. Mais là, on a vraiment besoin de chercheurs en sciences de l'éducation pour pouvoir parvenir justement à la transmission, notamment de l'esprit critique, pour qu'on ait une parfaite maîtrise et connaissance de ces biais sexistes et de ces biais cognitifs qu'ont les intelligences artificielles génératives. Mais je souscris complètement à vos remarques. Merci. Pour information, sur le fil WhatsApp, vous avez la liste des salles des ateliers à venir à 11h. On a encore quelques minutes pour une dernière question, si vous le souhaitez. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut remercier nos intervenants pour cette table ronde.